Mes ministres, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, voici maintenant 3 ans et 1 semaine que la Russie a attaqué l'Ukraine. Cela fait donc plus de 3 ans qu'un pays européen ami, souverain, lutte ardemment pour sa sécurité, mais aussi pour celle de l'Europe tout entière. Il nous faut le redire ici, dans un contexte où la désinformation est de plus en plus exacerbée sur ce sujet, d'où qu'elle vienne, de l'Est, mais maintenant aussi de l'Ouest. Il s'agit bien d'une agression de l'Ukraine par la Russie de Poutine et non l'inverse. Une agression illégale, injustifiée, destructrice et meurtrière. Alors que des discussions bilatérales, désordonnées et parfois indignes sur de futures négociations se multiplient, il nous faut avoir en tête que donner satisfaction, même partiellement, aux revendications russes, lui enverrait un mauvais message. Celui de penser qu'elle peut avoir un droit de regard sur les pays européens qui l'entourent, et même un droit issu du siècle dernier, venant des pires dictateurs, le droit de redessiner à ses convenances les frontières des pays européens, nos pays. Droit qui serait obtenu par la force et en violation de toutes les règles internationales. En effet, la Russie de Poutine revendique plus globalement une sphère d'influence dans son étranger proche, comme le dit son dirigeant. Chaque jour nous apporte d'ailleurs son lot d'initiatives erratiques dont certaines sont de toute évidence salutaires, alors que d'autres semblent sorties d'un mauvais film de série B dont Hollywood a parfois le secret. Washington suggère que Volodymyr Zelensky devrait partir et qu'il n'est plus légitime. Malgré l'affront caricatural reçu par le président ukrainien de la part du président Trump et de son vice-président J.D. Vance, Volodymyr Zelensky se dit prêt à accepter l'accord américain sur les minerais. Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a annoncé que les États-Unis mettraient un terme à leur aide militaire à l'Ukraine. Nous devons urgemment réarmer l'Europe, déclare Mme Ursula von der Leyen. Paris et Londres proposent une trêve d'1 mois en Ukraine, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques, quelques heures après la fin du sommet de soutien à l'Ukraine dans la capitale britannique. Mais à ma prise de parole, je souhaite avant tout ici, à travers celle-ci, saluer le courage du peuple ukrainien. C'est pourquoi, de manière volontaire, j'ai choisi de commencer l'exposé des motifs de la proposition de résolution européenne que j'ai déposée appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine par ce récit dont je veux vous faire ici la lecture. En juillet 2022, un soldat russe s'est rendu au domicile d'une femme de 75 ans qui restait seule pour protéger ses biens. Le soldat l'a attaquée, frappée au visage, à la poitrine et aux côtes et étranglée tout en l'interrogeant. Il lui a ordonné de se déshabiller et devant son refus, il lui a arraché les vêtements, lui a poignardé le ventre à l'aide d'un petit objet tranchant et l'a violée à plusieurs reprises. Le lendemain matin, il l'a violée à nouveau. On lui a découvert qu'elle avait plusieurs côtes cassées et même des dents arrachées. La commission d'enquête a conclu qu'outre le viol, la femme avait aussi été victime du crime de guerre de torture. Je souhaite ici devant vous rappeler par cet horrible exemple ce dont il s'agit concrètement et quotidiennement pour les populations. Je souhaite que ce témoignage résonne dans nos murs et à l'extérieur et rappeler ainsi au président américain que ces décisions ont et auront un impact à long terme sur la vie de cette femme, sur la vie de tous les Ukrainiens, mais également sur les nôtres, c'est-à-dire sur les vies de tous les Européens et donc des Français. Ce témoignage et tous les autres, bien trop nombreux, nous engagent toutes et tous. Le tournant pris par le président businessman Trump ne doit plus nous interroger ni nous faire frémir. Il doit nous faire agir. Je l'avais déjà dit quand nous avions discuté ici même de notre souveraineté européenne. Il aurait fallu faire plus et plus tôt. Ce n'est pas le premier mandat de Trump. Ce n'est pas non plus la première fois dans ce siècle qu'un territoire européen connaît une invasion de la part de la Russie. Tout a commencé ou recommencé d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec l'invasion de la Crimée. Il nous faut donc aller plus vite et plus loin sur l'Europe de la défense, tout en garantissant la souveraineté des États membres sur ce sujet. La guerre en Ukraine, les propos anti-européens de Trump ou encore l'affirmation des aspirations de Poutine nous démontrent l'urgence dans laquelle nous devons agir pour nous protéger collectivement. Aussi, pour garantir notre sécurité, il nous faut mettre en place une véritable politique de défense européenne au sens large, c'est-à-dire avec tous les pays de notre continent et ses 2 puissances nucléaires, nous-mêmes, mais également nos alliés britanniques. Cela fait plus de 30 ans que nous en parlons avec nos partenaires européens sans jamais y parvenir. Il est temps.
Le nouveau chancelier allemand, qui devrait prendre ses fonctions bientôt, semble tendre vers cette idée, ayant évoqué juste après sa victoire le 23 février dernier sa volonté de pouvoir compter sur une capacité de défense européenne. Notre industrie de défense doit jouer un rôle central dans ce processus, en investissant dans nos propres capacités de défense aux côtés de nos industriels. Nous réduirons notre dépendance vis-à-vis des forces militaires américaines tout en privilégiant nos propres intérêts stratégiques. Il semble que la Banque européenne d'investissement ne puisse pas aujourd'hui investir dans le secteur de la défense, sauf si les produits n'entraînent pas de risques mortels et qu'ils conservent un certain degré d'application civile. Ce n'est plus opportun dans le contexte où nous sommes actuellement. Ces règles devront rapidement évoluer. Sur ces sujets, 2 précisions très importantes. Les budgets européens qui seraient débloqués en matière de défense ne doivent être utilisés uniquement que pour les acquisitions de systèmes de défense produits par des entreprises européennes. J'ai d'ailleurs entendu notre ministre de la Défense le confirmer et nous le soutenons dans ce sens. Pas un euro pour des acquisitions en dehors de l'Europe désormais. L'arsenal nucléaire français, quel que soit son vecteur, demeurera sous le contrôle intégral et sans limite de la France souveraine, que ce soit pour sa gestion, sa modernisation, mais avant tout ses règles d'engagement. Par ailleurs, il nous faut faire preuve de plus de fermeté envers ces dictateurs revenus d'un autre âge et vers plus de protection et de justice pour leur population. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de rester là-bas, de ne plus revenir chez moi et qu'on m'envoie à la guerre pour me battre contre mon pays, raconte l'un des très rares enfants à avoir pu être rapatrié en Ukraine après avoir été déporté, comme plus de 19 000 autres enfants ukrainiens en Russie. Pour eux, nous devons être à la hauteur et il est certain que la France, qui s'engage déjà aujourd'hui dans la reconstruction de l'Ukraine sur le terrain, devra également fournir tout son soutien pour reconstruire leur vie. Nous devons accompagner l'Ukraine si elle le souhaite et uniquement si elle le souhaite pour la mettre dans la meilleure position possible pour d'éventuelles négociations face à l'agresseur russe. Uniquement si elle le souhaite et uniquement à ces conditions. C'est à l'Ukraine et à elle seule de choisir son moment et ses conditions. Nous lui devrons les garanties de sécurité nécessaires pour que la paix puisse s'établir de façon durable et qu'elle ne soit pas un simple instant qui n'aurait comme résultat que de permettre à l'agresseur de retrouver force et vigueur pour lancer ensuite une nouvelle attaque. Le groupe Lyot renouvelle ici son entier soutien à l'Ukraine et à son peuple. Nous déplorons avec force tristesse le chemin mortifère dans lequel nous amènent des dirigeants venant d'un autre siècle, entraînant avec eux leur population vers le repli, la misère et la mort, dans des combats sans fondement, si ce n'est celui de leur propre mégalomanie. Mais cette intervention, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, il est temps pour moi de la conclure. Aussi, et pour reprendre des mots célèbres, j'accuse le président russe de poursuivre en Ukraine une guerre illégale et injustifiée visant à mettre fin à l'existence de l'Ukraine indépendante et visant à travers elle l'Europe et notre pays, la France. J'accuse les forces armées russes de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'occasion et en marge des opérations militaires. J'accuse Mme Maria Lvova-Belova de s'être rendue complice de la déportation de milliers d'enfants ukrainiens à des fins de rééducation et d'effacement de leur identité. J'accuse enfin le président américain de ne souhaiter la paix en Ukraine qu'à des fins lucratives et de mentir ouvertement sur le déclenchement de cette guerre au mépris de ceux qui la vivent au quotidien sur le terrain depuis plus de 3 ans. Vive la liberté, vive la justice, Slava Ukraini et vive la France. Merci.